vous avez fait du bon boulot ce soir. Mais, si vous êtes là, c'est qu'il y a un mais. Mais dites-moi, vous aimez toujours votre travail? Je vous demande ça parce que certains d'entre nous trouvent que vous avez l'air un peu fatigué ces derniers temps. Certains commencent même à se plaindre quand ils vous voient, ne plus y croire. Je regrette les caméras. Quand j'étais jeune, elles étaient plus lourdes que nous. Ensuite, elles sont devenues plus petites que nos têtes. Aujourd'hui, on les voit plus du tout. Alors oui, moi aussi, j'ai du mal à y croire parfois. Cette nostalgie est un peu sentimentale, non? Sentimentale. Le voyou n'a pas besoin de voir les caméras qui le surveillent dans son quartier pour y croire, lui. Vous voulez ça? Qu'on devienne tous paranoïaques? Vous ne l'êtes pas déjà. Moi, si. Très. J'ai toujours été persuadé, par exemple, que j'allais mourir un jour. Qu'est-ce que vous me voulez? Rien. J'aime votre travail, vous le savez. Mais certains d'entre nous... Mais de qui parlez-vous enfin, merde? Laissez-moi poser les questions. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar? Je continue comme j'ai commencé. Pour la beauté du geste. La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil. Dans l'œil de celui qui regarde. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 37. Cette semaine émission Faux Semblant, Basic Fit et Ego Trip. Nous n'étions que des fous, mais par amour, elle a fait de nous des fous d'amour. Notre ciel, c'était ses yeux, sa bouche. Notre vie, c'était son corps, son cœur. On va ouvrir grand les volets, crevez-nous le cœur, on est prêt. On va s'endormir pour toujours auprès d'elle. Et bla, oui. bla, 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 Oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. On fait nos bruitages nous-mêmes. Mais tu fais super bien le bruit de Sans voix. filet, sans filet. Donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation plurialisée de Requiem pour un fou de Johnny Hallyday. Donc ce soir, nous allons parler du nouveau film de Richard Linklater, Hitman, sorti sur Netflix US. Ensuite, nous parlerons de Love Lies Bleeding de Rose Glass, sorti dans les salles françaises la semaine dernière. Et enfin, nous parlerons de C'est pas moi, nouveau film moyen-métrage de Léos Carax. Et pour parler de ce, je prends autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, sous le haut patronage donc de Thibaut, il y a Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir. Voilà. Bon, voilà, donc ce sont les forces en présence. Et avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Donc les news et les agendas. Donc nous vous rappelons que ce dimanche 23 juin à 20h, dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, nous avons la joie de vous proposer pour voir ou revoir Husbands de John Cassavetes. Voilà un beau film qui, comme il est un peu long, commence Beau film de fin d'année. Exactement, pour fêter les vacances, voilà. Exactement, pour partir avec tous ses copains sur leur route, fêter ça, se rappeler du temps qui passe. Tempus fugit, Exactement. Quelle affaire. Et sinon, toujours ce 20... Et donc ce sera le dernier de la saison du film du dimanche soir, donc évidemment la coupure estivale et la reprise au mois de septembre. Mais l'Arvor propose, comme tous les ans maintenant, depuis leur ouverture dans leur multiplex d'arrêt-essai, donc des sélections de films pour l'été, voilà. Là, je crois que c'est spécial
Plage. Non, Plage, c'était l'année Non, alors, dernière. c'est quoi cette année? Je sais plus, en plus Antonin m'en a parlé en C'est travers. à voir avec l'été. Il y a une sélection de films pour enfants dans le Ouais. cadre de Cinévorax, c'est plus autour de ça. Il y aura aussi d'autres thématiques qui viendront. Mais évidemment, tout ça sera annoncé sur la page de l'Arvor, voilà, sur leurs réseaux sociaux, leur communication absolument impeccable et magistrale, bien évidemment. Ouais, c'est sur la nourriture, je crois. Parce Ah qu'il oui, y a- c'est il y a- ça. il y a l'aile ou la cuisse de Oui. Claude Zidi qui passe. Putain, ouais. ouais. Il y a des trucs pour vous. C'est vrai que j'ai pas encore chauffé les programmes, mais bon, voilà. Pour ceux qui sont sur Rennes cet été, de toute façon, plus personne n'a d'argent pour partir en vacances normalement, donc vous pourrez rester à Rennes et aller Oui, au puis cinéma. amis parisiens qui viendraient vous réfugier à Rennes pendant les JO, comme ça vous fera des trucs à voir. Il fait pas beau, ne venez pas. C'est ça, oui. Restez chez vous. Hein. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Voilà, sinon toujours ce 23 juin à l'Arvor à 11h, par contre le matin justement dans le cadre de Cinévorax, les rendez-vous pour les enfants de 7 à 107 ans, ce sera les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. Voilà, autre classique évidemment pour lancer la saison estivale. Exactement. Sinon, dans le cas des sorties nationales, demain, eh bien, donc, il y a un film dont nous parlerons bien évidemment la semaine prochaine. C'est le nouveau film, enfin, après 8 ans d'absence, le nouveau film de Jeff Nichols, The Bike Riders, avec Austin Butler, Jodie Comer et Tom Hardy, qui font de la moto dans les années 60. Avec des blousons en cuir. Des blousons en cuir, des blousons en jean, des pétrolettes qui font vroom vroom. Et des histoires de violence. Des histoires de la violence, la bagarre. Voilà, on est très content de revoir notre copain Jeff Nichols revenir au cinéma. Ça faisait quand même longtemps. Mais on va pas faire déjà l'historique, on en reparlera la semaine prochaine. En tout cas, on a hâte de voir ça. Sinon, il y a Vice et Versa 2 qui sort demain, donc la suite du film de Pixar, qui surcartonne apparemment le week-end dernier, le week-end de sa sortie. Ce qui évidemment encourage complètement Disney à ne faire maintenant que des suites de leurs films de Pixar et abandonner tous les projets originaux qu'ils avaient dans les tuyaux. Bah, Voilà, on aura un Toy Story 5, 6, 5, je sais plus, encore des 5. suites à la con. Voilà. Mais après, ça n'augure pas de la qualité du film lui-même. De dire ça, Voilà. le premier était très bien, Oui. j'ai trouvé. C'était un très très bon Pixar. Donc, Exactement. pourquoi pas le deuxième? Sinon, il y a Maria de Jessica Pallu qui donc raconte Sur Maria la Schneider, terrible histoire de Maria Schneider sur le tournage du dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci avec Marlon Brando. Il va y avoir de la masculinité toxique là-dedans. Voilà, apparemment, ça s'est pas très bien Non, passé pas du tout, pour la pauvre Maria pas qui du tout, après la a pauvre eu qui était une- un peu traumatisée quand Voilà, même, carrément exactement. traumatisée la Oui, pauvre. c'est vrai. Mais quel film. Quel film chiant surtout en Ah, fait. C'est ça, mais non, mais c'est non. ça le truc. C'est en plus moi c'est un film que j'ai jamais. Moi j'ai rien contre Bertolucci, mais c'est un film. Moi c'est un film. Je suis toujours resté à la porte. Moi, le dernier tango à Paris, j'ai toujours trouvé ça. La porte du métro. À la porte, oui, et puis La porte de la chapelle, peut-être. Peut-être à la porte de la chapelle, mais voilà. chez ton crack, c'est ça. C'est un film qui m'a jamais remué plus que ça. Donc voilà, qu'on en dise du mal, je m'en fous. En fait. Voilà. Ah bah bravo. Quant à Marlon Brando, tout le monde sait que c'était un gros con, donc. Oui, mais bon. Voilà. Oh, ça Si, dépend je des suis quand même avis. un peu un gros con quand même. Elle a un caractère réel. Un peu gros con quand même. Voilà. Grossophobie manifeste. Voilà, c'était ma critique du film. Oh bah dis donc. Sinon, il y a un film réalisé par Frédéric Jardin avec Émilie Dequesne, un genre de post-apo film de science-fiction qui s'appelle Survivre. Ouais. Voilà. Ouais, c'est comme j'ai entendu parler de Sous la Seine, le film de requin géant français. Oui, réalisé par Xavier Jean, ce gros tâcheron, Ouais, d'accord. qui a donc. globalement quand même que des merdes. Peut-être que son meilleur film d'ailleurs c'est Budapest, la comédie qu'il a fait avec Manu Payet et Jonathan Cohen. C'est dire le niveau, mais globalement non. Écoute, ce gros patapouf a l'air bien sympathique, mais alors qu'est-ce qu'il fait des films de merde par contre, c'est quand même assez dramatique. Mais le film cartonne aussi bien évidemment, donc du coup Netflix. Bon, tant mieux pour lui, écoute. Voilà, très bien, il connaît son petit bonhomme de chemin. Sinon, il y a le nouveau film de Olivier Assayas, Hors du temps, donc avec Vincent McCain. Vincent McCain, qui donc Assayas qui parfois se perd à faire des bons projets, puis là il est de retour dans sa veine autobiographique où c'est l'histoire de deux frères, un cinéaste et un rock critique qui sont au temps du confinement. Voilà. Son frère c'est donc Mishka Assayas, je le rappelle, fabuleux rock critique. Il y a notamment une excellente émission sur France Inter tant que ça dure encore, qui s'appelle donc Very Good Trip, mais voilà. Voilà, sacré Olivier. Donc ça sent le film dans des appartements remplis de livres. Non, dans une maison à la campagne. Enfin. Dans une maison à la campagne, voilà, c'est ça. On règle des comptes. Voilà, on parle truc intello. Voilà, famille, c'est ça, en philosophe. Okay. Hors du temps, donc. Et sinon, pour toi, Erwan, comme je sais que tu es mélomane et que donc ce vendredi c'est la fête de la musique, tu pourras voir ou revoir au cinéma Michel Sardou, le concert au cinéma enregistré lors de sa dernière tournée. Je sais que tu es friand du spectacle de Michel, à la fois l'homme, l'être et l'artiste. La momie 5, quoi. Voilà,
je sais de sources sûres, de toute façon, qu'Erwan a plusieurs disques vinyles de Michel Sardou qu'il écoute même pas en secret chez lui. Que j'écoute religieusement. Notamment celui où il y a la cible. La cible, son meilleur album. Comment il s'appelle? C'est Michel Sardou. En toute simplicité. C'est celui où il y a Je suis pour. Ouais. C'est celui Le temps des colonies. Je me demande s'il n'y a pas Ne m'appelez plus jamais France. La France m'a laissé tomber. Enfin, oui, non, un bon album. Un bon album que je vous déconseille d'acheter plus de 3 € en braderie. Encore 3 €. Ouais, mais 3 € c'est parce que voilà, 3 € c'est pour faire rire les copains, tu vois, ça vaut le coup de faire, c'est le prix d'un demi, quoi, tu vois, donc ça va. C'est une bonne blague. Voilà, mais par contre, pas plus de 3, sinon vous vous faites arnaquer. Je l'ai vu dans des bacs à 25, mais c'est pas le sujet. Oui, j'ai vu des gens le vendre mais comme si c'était du neuf, genre 25 boules, quoi. Je dis non mais sérieusement, mais enfin bon, bref. Intolérable. L'inflation frappe vraiment tout le monde. Je ferai un film comme Assayas pour raconter ma relation avec Michel Sardou. Oui, sur un jeune homme qui va fouiller dans les bacs à disques. Voilà, qui pour trouver des Michel Sardou. Un peu l'histoire de ta vie quand même. Voilà, c'est un petit peu, c'est une bonne partie de mon existence. Ça. Voilà, donc. J'espère qu'on sent l'ironie un peu quand même. Non, pas du tout. Tu vois, à l'antenne. On verra ça au montage. Voilà, parce que sinon, je risque de recevoir soit des lettres d'admiratrices fans de Michel Sardou. Tu sais, soit des lettres de contempteurs qui voudront me tuer. Écoute, vu l'ère actuelle en France, tu auras plutôt des lettres d'admiratrices. Ouais, il y a des chances. Ouais, mais j'ai peut-être ma place dans le futur gouvernement. Mais là n'est pas la question. Bref. On n'était pas là pour parler de cinéma, non? Oui. Vous savez, la vie, c'est un peu du cinéma. Oui. Mais sauf qu'il n'y a pas de répétition et pas de deuxième prise, Erwan. C'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis. Et bref, donc nous allons passer à la section critique de cette émission et en écoutant Dr. John. Vous êtes toujours En attendant Godard sur Syllab et donc c'était Dr. John avec Such a Night. Ce sont les joies du direct, tout ça. Évidemment, à vous, Cognac J. Et donc Dr. John, Such a Night qu'on peut entendre donc dans la bande-son de Hitman, nouveau film de Richard Linklater. Donc bazardé sur Netflix US après que le film a été racheté par la plateforme. Il sera disponible en France normalement sur Canal+ dans le courant du mois de septembre. Mais comme nous, nous sommes la presse, nous sommes la critique, rien ne nous arrête et nous sommes allés jusqu'en Amérique pour avoir accès à Netflix. Donc complètement. Hey, goddamn right, man. Et donc voilà pour voir le nouveau film de notre copain Richard Linklater qu'on avait laissé il y a 2 ans avec Apollo 10,5 qui déjà avait été racheté par Netflix à son grand dam d'ailleurs. Donc Richard Linklater, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission. Nous avions notamment consacré une émission au cinéaste il y a 3 ou 4 ans à l'occasion de la sortie chez Post-Édition de Richard Linklater, cinéaste du moment, ouvrage qui était coordonné par Raphaël Neumayer. Et donc, on parle assez régulièrement ici de Richard Linklater. War d'Hugo Bernadette, on l'avait fait ici. Oui, exactement, qui était sorti avant Apollo. Enfin, on a fait à peu près tous ses derniers films depuis 15 ans, depuis qu'il sort, parce que effectivement, c'est un cinéaste que nous apprécions beaucoup ici pour cette, notamment chez lui dans cet art de la dérive et de la digression, que l'on retrouve aussi par moments donc dans ce Hitman où Richard Linklater en fait donc cinéaste on va dire, indépendant des années 90 qui a surgi au même moment que les cinéastes comme Tarantino, comme Kevin Williamson, voilà qui est quand même qui a une formation plus ancienne, qui est plus de la génération de Steven Soderbergh. Voilà, en fait. c'est ça, les Soderbergh, les Gray, donc ce genre de cinéaste là. Et justement Linklater comme Soderbergh, à un moment donné, il s'est dit, et ils l'ont dit chacun plusieurs fois durant divers entretiens, le principe, c'est de faire un film pour eux, donc un film personnel, un film qui leur tient à cœur, un film pour eux les cinéastes, et autrement un film pour eux les studios. Donc faire des films un peu plus friqués, un peu plus commerciaux. Par exemple, Soderbergh, c'est les Ocean's Eleven avec George Clooney, ou Linklater quand il fait The Newton Boys, quand il fait The School of Rock avec Jack Black par exemple, qui sont des films qui rentrent absolument dans le terrain de leur filmographie, pour le point de vue auteuriste, on va dire, mais qui effectivement sont un peu différents de leurs autres films. Et là, avec ce film-là, Hitman, plus qu'un film pour eux les studios qu'un film pour lui le cinéaste, c'est, je pense, un film pour lui l'acteur, son comédien principal, donc Glenn Powell, qui est un acteur qui avait déjà joué pour lui en 2016 dans Everybody Wants Some.
et qui après a commencé à faire son petit bonhomme de chemin à Hollywood, notamment en tant que second rôle dans Top Gun Maverick, où il s'opposait à un des personnages principaux dans le rôle d'un aviateur un peu branleur, un peu m'as-tu vu, et Glenn Powell qui surtout en début d'année du coup a commencé à avoir une genre de starification avec le succès surprise du sleeper Anyone But You, comédie romantique qui se passe en Australie, qu'il a tourné avec Sydney Sweeney, et donc film qui a vraiment cartonné, ce qui augure du coup du meilleur pour Glenn Powell. Et donc là c'est un film que Glenn Powell a coécrit avec Richard Linklater, basé sur un article sur une histoire vraie d'un personnage qui s'appelait Gary Johnson, qui était prof à mi-temps et qui travaillait aussi on va dire undercover pour la police pour on va dire arrêter des gens qui donc engagent des tueurs à gages, et donc avant que le crime ne se fasse, une fois que la transaction est effectuée, les mecs pouvaient être donc capturés, car ils faisaient une genre de conspiration pour abattre des gens. Voilà, en gros c'est le principe du film. Thibaut, à direct clash comme ça. Non, mais je sais pas que tu voulais intervenir tout à l'heure. Non, pas spécialement. Oui, bon alors, vas-y, je commence. Et donc, pour finir, dans cette histoire, le personnage de Glenn Powell, Gary Johnson, tombe évidemment un jour sur une femme, Madison, incarnée par Adriana Arjona, qu'on a notamment vu chez Michael Bay dans Six Underground, et qui est une super actrice, et donc évidemment va se jouer entre les deux un jeu amoureux, un jeu de séduction, avec les problèmes qui vont avec le fait d'être justement un faux tueur à gages. Et donc Linklater et Powell, notamment Linklater, c'est je pense vraiment un genre de cadeau qu'il fait à Glenn Powell, parce que Glenn Powell va pouvoir s'en donner à cœur joie en incarnant différents personnages, différents tueurs à gages, et pouvoir un petit peu montrer la palette de jeux dont il est capable. Excuse-moi, Thibaut. Non. Oui, Non. Non. Je suis totalement en désaccord avec toi. Si, t'as bien résumé le pitch. Moi, j'ai trouvé le film, pour rentrer directement dans le vif du sujet, j'ai trouvé le film, comment dire... Alors, c'est un feel-good movie, clairement, c'est même un sur-feel-good movie, dans le sens où on était habitué à Richard Linklater, comme tu l'as dit, à ce qu'il soit un cinéaste du pas de côté, un petit peu. Je renvoie au bouquin qu'il explique bien. Et je trouve qu'en fait, ici, au-delà du cadeau qu'il fait à son acteur principal, je trouve que le film est extrêmement balisé, et que le final, on va pas trop le divulgacher, mais je trouve que le final, justement, rentre totalement dans une espèce de logique hollywoodienne, mièvre, un peu bas de plafond qui me... Oui, je suis d'accord. Qui me dérange. Avec une certaine forme d'ironie, quand même. Loin de là. Pas tant que ça, au final. La séquence finale... dans la grande maison, enfin, on va pas trop en parler, mais la séquence finale, je trouve qu'elle rentre totalement dans le moule, et je trouve ça un peu dommageable. Ouais, mais je veux dire, ce bonheur, il se construit sur quoi ? Il se construit pas sur des choses très réglo, quoi, quand même. Ouais, c'est un truc, quoi. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'on en reparlera avec Love Lies Bleeding, mais je trouve moi j'ai trouvé que les scènes finales, enfin, je veux dire pas les scènes finales, mais la fin des deux films, les derniers actes, sont pour moi, c'est des deux films qui parlent vachement justement de cette espèce de pensée. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait un truc justement assez satirique sur la pensée positive. Et alors c'est marrant parce que dans Love Lies Bleeding, enfin on va reparler dans Love Lies Bleeding, mais j'ai trouvé que c'est-à-dire que ce truc j'ai le droit au bonheur, etc., sans jamais se poser la question de savoir par quel moyen on accède à ce bonheur matérialiste. Et effectivement, si ça se termine en happy ending pour les personnages, il y a quand même, ça se fait aux dépens d'autres personnages quand même, quoi, et de manière quand même assez radicale. Pas tant que ça finalement. Il y a quand même des gens qui meurent. Il y a un problème de personnage. Enfin, il y a un personnage qui pose problème pour la résolution de ce couple et du devenir amoureux de ce couple-là. Mais je trouve qu'en fait, le film est extrêmement bancal. Autant la première partie fonctionne extrêmement bien parce qu'il y a un vrai côté ludique. Tu vois que l'acteur, que Glenn Powell s'en donne à cœur joie. Mais il y a néanmoins un côté archi répétitif, et du coup, Linklater, en fait, en plus, joue un petit peu trop le côté pop, et en fait n'étire pas toute cette galerie de personnages que joue Glenn Powell. Donc ça, je trouve c'est un petit peu dommageable. Un peu plus comme des vignettes que comme des scènes. Et en fait... Alors, c'est hyper agréable, parce que ça joue vraiment comme des brutes. De toute façon, Richard Linklater est un immense tu retrouves ce côté chronique, en fait. Moi, je trouve cette espèce de rythmique assez bizarre chez Linklater, où
Tu vois, moi j'ai remarqué par exemple que l'élément perturbateur arrive finalement vachement tard dans le mais film. oui, et en fait, la rencontre avec la fille en fait arrive vachement tard dans le film, ça arrive presque quasiment à la fin du premier tiers, ce qui est assez rare dans un film d'habitude. L'élément perturbateur qui va, parce qu'en fait moi pendant la première tiers je me suis dit mais où est-ce que ça va, où est-ce qu'il va avec son film là, il va pas juste nous raconter l'histoire d'un mec qui piège d'autres types et comment est-ce qu'il le fait, enfin tu vois, et je me suis dit non c'est pas possible, il va y avoir une histoire d'amour quand même à un moment donné parce que c'est un beau gosse et tout ça quoi. Et effectivement oui. Quand j'ai vu arriver l'actrice, j'ai dit toi t'es le love interest, toi, ça oui, c'est sûr. Mais du coup il y a des problématiques qui vont arriver, mais en fait le film va un petit peu redescendre va redescendre de rythme, et autant la première partie était hyper étirée, autant le conflit avec le troisième personnage, hein, le flic à qui il a chouré le boulot en gros. Qui est un acteur qui a aussi déjà joué dans là ça c'est résolu en 2 temps 3 mouvements, et ce final hollywoodien mièvre, édulcoré, tout ce que vous voulez, archétypal, tout ce que vous voulez sur la grandeur, la beauté de la famille américaine, en fait ça arrive comme ça, et du coup ce manque d'équilibre fait que j'ai pas su saisir, s'il y en a, l'ironie ou la distance qui est souvent en plus propre au cinéma de Richard Linklater. C'est vrai que je suis d'accord sur le fait que l'écriture du scénario, en tout cas son déroulement narratif, est assez balisé parce qu'on sait clairement à peu près où ça va. C'est une comédie romantique finalement. Voilà. Mais je trouve, par contre, ce qui me sidère toujours chez Linklater, et ce qui marche extrêmement bien là-dedans, notamment dans les scènes de séduction, c'est son art du dialogue. Là, ça faisait quand même longtemps que j'avais pas vu un film hollywoodien, on va dire, de milieu de gamme, en tout cas en termes de budget, qui soit aussi bien écrit et aussi bien dialogué et bien joué. Je veux dire, ça faisait vraiment longtemps. Et dans un genre absolument différent, moi, ça me fait penser à The Nice Guys de Shane Black, même si on n'est pas sur le même niveau de cinéma ou sur le même registre d'écriture. Mais il y a, je trouve, ce même plaisir de la langue et d'écrire pour des comédiens, où on sait un petit peu le rendu que ça va avoir. Oui, ça c'est clair, parce que tu sens qu'il y a une vraie rythmique des dialogues, et le film n'est pas surdécoupé, donc il y a la place pour justement énoncer tous ces bons mots, et comme je disais, ça joue hyper bien. Donc c'est super. Mais il y a ce côté, voilà, un petit peu, il y a un côté pas bureaucratique, mais il y a un côté machinal en fait, qui au bout d'un moment fait que le rythme s'essouffle un peu malgré la grande qualité des dialogues. Un filmage de Linklater, bon, il en fait pas des caisses non plus, mais au moins ça se tient, c'est propre, la photo est superbe. Toujours très lumineux. Voilà, les choix musicaux sont superbes. La Nouvelle-Orléans, donc bon son formidable. Ouais. Et puis c'est une nouvelle. Par contre, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est une Nouvelle-Orléans. Il n'a pas joué sur le côté, alors même si ça commence à dater un petit peu, mais le côté post-Katrina de la Nouvelle-Orléans. En fait, c'est un côté folklorique français. C'est une Nouvelle-Orléans globalement de bureaux, de vannes. Surtout, et de bureaux de flics et de maisons. Donc on se balade pas trop dans le bayou. On se balade pas dans le bayou. Bien sûr, c'est énoncé, mais ça reste là. Il y a un petit côté redneck aussi qui va bien. Mais voilà, je trouve que l'assemblage en fait manque vraiment de cohérence et qui pique un petit peu de ci de là. Et au final, le film se suit agréablement. Hein. Là, il y a pas de souci, mais je m'attendais peut-être un peu mieux de Linklater. Et puis les Beautiful People au bout d'un moment, alors même s'ils sont très très beautiful, hein, ils sont très beaux, mais peut-être un peu trop quand même, non? Il y a eu le même reproche sur Anyone But You, là justement, où c'est une comédie romantique avec que des gens qui sont beaux, qui sont sympas. Ouais, c'est... Bon, mais bon, c'est la comédie romantique. Moi j'ai trouvé que. Vous regardez les films de Bruno Dumont. Voilà, non, mais moi je trouve qu'effectivement, si le film est certes un peu moins expérimental que ce qu'il a pu faire à d'autres occasions, moi j'ai pas trouvé le film si cliché que ça. Moi j'ai trouvé j'avoue que toute cette espèce de trucs c'est marrant, j'ai pensé au Fincher en fait. Je me suis dit c'est marrant parce que moi je me suis fait un peu chier pendant le Fincher et je trouve en fait j'ai plus envie de regarder des films avec des mecs qui font croire qu'ils sont des tueurs à gages plutôt que des mecs qui sont vraiment des tueurs à gages finalement. C'est quand même si je suis en plein train de regarder Barry, mais qui est aussi une série justement finalement la série de Bill Hader. Mais en fait c'est assez marrant qui est une série finalement assez quelque part linklaterienne de ce point de vue là, c'est-à-dire avec un espèce d'enrobage de film policier qui en fait tient pas du tout ses promesses, quoique dans Barry ça tient plus ses promesses, mais là il y
là, je trouve que justement, moi j'ai trouvé les scènes avec les flics sont super bien, les scènes avec les collègues, la scène d'ouverture, la première fois où il est lancé dans le bain et où il doit aller se faire passer pour quelqu'un d'autre. Toute la scène de dialogue est vachement bien. Et puis moi, je trouve quand même que dans la scène, tu vois, même si c'est un peu expédié à la fin, il y a cette scène finale par texto interposé que moi je trouve super bien. Parce que là, et c'est là que tu te rends compte que vraiment le film parle que de ça, en fait. C'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on se retrouve à être acteur en fait dans sa propre vie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se retrouve à être obligé de développer des talents de comédien finalement dans sa propre vie. Et le gars est prof. Prof de philo. Et ça c'est assez intéressant. Le mec est prof, donc le mec est déjà en représentation. Simplement pour lui c'est pas de la représentation entre guillemets théâtrale et quelque part il s'accomplit pas dans ce rôle de prof justement. Et lui il a besoin d'un rôle justement de bad guy en fait quoi, voilà, qui va révéler voilà. Et l'acteur en fait des caisses, mais moi j'ai trouvé ça super dans le transformisme quoi. C'est-à-dire avec plein de citations de films en plus. Mais il y a un moment donné il se fait la gueule de Tilda Swinton quand il est en roue de Tilda Swinton, il se fait la gueule de Javier Bardem dans Brother, enfin voilà. Non, dans No Country for All Men plutôt. Voilà, donc il y a plein de, effectivement je suis d'accord avec toi, le film est peut-être un peu long. Peut-être qu'il aurait fallu réduire un petit quart d'heure, tu vois, 20 minutes sur la partie centrale. Mais bon, même s'ils sont super beaux, moi je les trouve sympatoches tous les deux, quoi. Et comme disait, par exemple, voilà, il y a une super conversation où les flics oublient de raccrocher le téléphone, et ils parlent entre eux du personnage que joue fantasme sur Ron. Gary, voilà, où il fantasme sur Ron, voilà. Et moi, il y a ce côté-là, moi j'irais bien boire un coup avec lui. Ouais, mais moi il dormira pas dans la baignoire. Voilà, c'est ça. J'enlèverais mon stérilet pour lui. Ouais, non, mais moi je passe après. Non, mais moi je passe après toi. Je prends ce qui reste. Enfin, tu vois. Voilà. Et je trouve qu'il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire qu'effectivement, moi j'avoue que je suis assez faible quand même avec la comédie romantique, c'est-à-dire que moi tu me mets des belles personnes qui s'aiment d'amour fou, mais qui ont des soucis, et à la fin, et justement c'est ça que moi j'aime bien aimer, c'est que la fin est pas du tout une fin, enfin la fin oui, et happy ending, mais ce qu'il y a juste avant la fin, la manière dont ils obtiennent ce happy ending, je trouve que il y a quelque chose d'un peu immoral quand même qui je trouve est assez rigolo quoi. Assez cognant effectivement. Et qui pour moi laisse planer quand même l'idée de cette distance qui fait que c'est un film qui c'est pas vraiment une comédie romantique qui essayerait d'être originale ou un truc, justement c'est assez balisé. C'est plus original je trouve au terme du film policier. Ou de polar, je trouve, dans la manière de avec un esprit qu'on retrouve un peu dans certaines séries et tout ça. Et je trouve qu'il y a toujours ce truc aussi sur la technologie, sur les nouvelles technologies, sur comment se renseigne le mec quand il va voir les gens sur les trucs, les sites des gens, voilà, etc. Enfin voilà, je trouve qu'il y a tout ça c'est un trait assez linklaterien, c'est-à-dire cette attention portée à qu'est-ce qui techniquement nous permet de fonctionner maintenant, voilà, en fait, voilà. Et qui fait que ces films sont toujours un peu une documentation aussi sur l'évolution en fait de notre rapport en fait aux objets audiovisuels, aux objets, oui, c'est ça. Dans Boyhood, il y avait ça, par exemple, comme ça tourné sur 10 ans. Après, en plus, il a commencé un film qui va tourner sur 20 ans, Merrily We Go Along, qui a commencé musical, il y a 2 ans. Ouais. Après, pour revenir sur ce que tu disais c'est un film sur l'acteur. Je suis d'accord avec toi, et tu citais là en fait la scène avec les textos. Alors cette scène, je trouve qu'elle est très réussie. C'est vraiment un truc où les acteurs s'en donnent à cœur joie. Ils s'en donnent à cœur joie et ils se marrent. Mais oui, et ils se marrent entre eux. Alors tu sais pas s'ils se marrent, si c'est l'acteur et l'actrice qui se marrent parce qu'ils sont en train de complètement déconner et qui prennent un pied pas possible. Tu sais pas si c'est le personnage qui doit se marrer et qui prend un pied pas possible. Du coup, il y a une espèce d'ombre là qui est une merveille d'écriture, du coup, de rythme, une zone grise là et ça c'est absolument merveilleux. Après en effet, le mec est il est prof à la fac, mais c'est le sujet de son cours. Et je trouve que ça, ce côté-là, et que les basculements, je trouve ça hyper littéral. Le basculement entre ces cours, c'est pas forcément ce qui est le plus réussi, ça. Voilà, et je trouve que soit tu enfin voilà, c'est comme ce que je disais, il a pris 2-3 choses et puis il nous l'a balancé un petit peu à ce niveau-là. Et je trouve que l'évolution est plutôt bien foutue, que lui en tant que prof, parce qu'au début c'est tu roules en Honda Civic, et à la fin c'est dis donc il est super sexy le prof. Mais il roule encore en Honda Civic. Mais il roule encore en Honda Civic. Mais il y a une ironie, c'est-à-dire que ce qui le rend sexy, c'est sa dangerosité en fait, sa dangerosité supposée. Oui, parce qu'il a toujours confiance en lui, même quand il est au début du film. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du film, quand il dit voilà, moi je me suis accompli et tout ça, enfin, on comprend bien que c'est pas en tant que prof qu'il s'est accompli, c'est quelqu'un qui découvre une vocation de manière quand même vachement étrange, quoi, quand même. Ah oui. Mais les allers-retours, je trouve, sont mal foutus en fait. Et elle aussi, quelque part, découvre sa vocation de manière très étrange. C'est très abruti.
Voilà. En fait, les allers-retours entre la fac et le terrain universitaire et le terrain policier. J'avoue que moi, je me suis un peu fait emporter par les persos. Je dois avouer que les acteurs, c'est vrai que ça joue bien, quoi, quand même. Même les seconds rôles, tu vois, les flics, l'espèce de l'ex-mari. L'ex-mari, le ripou qui est sournois, qu'on sent sournois du début jusqu'à la fin. Enfin voilà, c'est raciste, misogyne, qui joue un sale con dans tous les films de Linklater à chaque fois. C'est genre le mec qui est détestable. Ouais, mais il est très bien. Il fait très bien le connard. Voilà. Donc voilà, Hitman de Richard Linklater. Normalement, Richard Linklater qu'on retrouvera l'année prochaine pour son nouveau film Nouvelle Vague. Oui, qui prend cadre dans le tournage de À bout de souffle dans le Godard, dont on reparlera tout à l'heure. Mais donc voilà, très hâte en tout cas de voir ça évidemment. Il a même pas encore 64 ans, donc il a largement le temps devant lui. Et il a fait qu'une trentaine de films. Voilà, il va à son rythme pépère en pente à court. Et chemise en jean. Non mais c'est incroyable, moi il y a pas longtemps j'ai vu ça, j'ai relu sa filmo, enfin je pensais pas qu'il avait fait autant de films que ça. Il bosse Boyhood c'était son 17e film quoi, tu vois. Donc et depuis il en a fait au moins une dizaine depuis quoi. Plus des documentaires, plus des courts-métrages, enfin tu vois, c'est un mec qui suit son petit chemin, son petit bonhomme mais moi j'aime bien justement ces cinéastes. Austin, Texas. De toute façon comment dire l'indésphère. Comment dire. Puis même l'école d'Austin, c'est quand même, tu vois, Jeff Bridges, c'est des gens à la cool. Linklater, Wes Anderson, c'est quand même des gens avec des styles vachement différents les uns des autres et qui proposent vraiment une sorte de cinéma indépendant, une espèce de cinéma du milieu qui, à mon avis, manque un peu aux États-Unis aujourd'hui et qui malheureusement est diffusé de manière merdique. Parce que franchement, je suis désolé, j'aurais préféré quand même voir ce film-là au Cinoche. Tu vois, après on peut en penser Apollo 10,5, c'est pareil. Mais ouais, j'aurais préféré voir ça au Cinoche, moi, quand même, quoi. Tu vois, enfin, il y a pas longtemps, j'ai revu Boyhood au Cinoche. Ça marche très bien. Putain, ouais. Ça marche très bien, les 2h45 elles passent toutes seules quoi. Donc bon. Quel talent, il est trop fort. Donc ça serait bien les gens de sortir les films un peu au cinoche de temps en temps quoi. Donc Hitman de Richard Linklater disponible sur Netflix America. On va rester en écoutant un morceau de la bande originale de Hitman et on va par contre retourner vers 1989. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était Alain Toussaint avec Cast You Fate to the Wind, et donc pour parler, donc qui était extrait de la bande originale de Hitman, et donc maintenant nous allons parler de Love Lies Bleeding de Rose Glass, sorti dans les salles françaises il y a la semaine dernière, qui donc met en vedette Kirsten Stewart et Cathy O'Brien. Donc le film se passe en 1989 chez les rednecks bouseux ploucs de l'Amérique. Kristen Stewart gère une salle de sport. Cathy O'Brien est une jeune femme qui vient de débarquer dans la ville et qui fait du bodybuilding. Et Cathy O'Brien se fait engager au même moment pour bosser dans un stand de tir géré par Ed Harris, qui n'est autre que le père de Kristen Stewart. Mais les deux, c'est pas vraiment la folie de la communication. Parce qu'Ed Harris est un sale type. Rapport compliqué. Ed Harris qui est maigri de jour en jour et à vue d'œil, effectivement pas super sympa. Il fait des genres de petits trafics. Donc Kristen Stewart et Cathy O'Brien, on va dire, vont se mettre en chambre, voilà, ils vont tomber amoureuses, elles vont se faire des bisous. Ed Harris va se dire ah là là, mais c'est quoi cette affaire, mais nan, puis ça va partir dans des imbroglios, ça va partir en sucette. Donc le film est un peu un genre de Thelma et Louise chez Basic Fit, mais qui en même temps pourrait être vu comme un genre de Julia Ducournau qui essaiera de faire un film des frères Cohen. Donc ça se passe en 1989, ça permet d'habiller tout le monde n'importe comment et de mettre des lumières fluo et de mettre une coupe de cheveux à chier à Ed Harris. Et le film commence sur un terrain un petit peu balisé sur ces ploucs redneck, photos très justement néonesques, Julia Ducournauesque dans Titan notamment, voilà, pour se montrer un petit peu ce milieu interlope, des gens qui se tirent dessus et qui en même temps se font des bisous entre femmes, oulala. Et donc évidemment ça va partir un peu au sucette et dévier vers un genre de chi-hulk fantastique où des règlements de compte vont se mettre en branle. Donc le début du film m'a fait un peu peur, je trouvais que ça commençait comme un truc un peu clichetonneux justement sur cette vision de l'Amérique, sur cette vision de des femmes de manière générale, et en fait au fur et à mesure du film le film dérive pour un résultat que j'ai trouvé totalement à chier. Donc ça commençait pas terrible et à la fin c'était genre je trouve ça vraiment minable, à la fois en termes de rythme je trouve ça abusément long, que globalement personne n'a l'air vraiment convaincu par ce qu'ils font, parce que Kristen Stewart refait son même truc que d'habitude avec la bouche semi-ouverte en prenant l'air un petit peu ahuri, alors c'est ce que j'aime bien au demeurant Kristen Stewart, mais pas trop les films qu'elle fait, alors que
Katy O'Brien, elle, joue un genre de personnage ou de corps qu'on a moins l'habitude de voir au cinéma, mais je trouve que la metteuse en scène n'en fait justement pas grand-chose de ce corps-là, à part de nous montrer que, oh là là, c'est une femme avec plein de muscles. Et je trouve qu'au-delà de ça, justement, de jouer sur, enfin, de même pas trop jouer sur ce corps-là, finalement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ed Harris fait son... Ed Harris, quand il joue un mec qui ressemble vachement à Ed Harris, par exemple, donc il serre la mâchoire, il balance 2 ou 3 punchlines en criant, et finalement, en termes de mise en scène, en termes de décorum, il crie pas du tout dans il le ose film, la voix, il ose le ton, si non, tu veux. C'est pas qu'il ose le ton. Et je trouve qu'au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Oh, pauvre Ed Harris. Écoute, non, mais j'aime beaucoup Ed Harris, tu sais très bien, mais bon. Très bien là-dedans. Mais oui, mais bon, il fait son truc, quoi. Oui, bah enfin, tu vas pas reprocher à un acteur de faire son truc. Thibaut. Oui, c'est... En effet, c'est un film en fait qui n'arrive pas à développer ses thèmes et en fait, c'est du coup le film en devient peut-être pas nul à chier, j'irai pas jusque là, mais nul à chier, je dis totalement. Qu'on suit d'un ennui poli. Parce que, alors autant moi je trouve que un désintérêt poli. Un désintérêt poli, voilà. La relation entre les deux actrices, moi je trouve qu'elle fonctionne bien parce que je trouve que voilà, c'est des actrices qui sont très compétentes, donc O'Brien et Stewart. Néanmoins, moi il y a la chose en fait qui m'a le plus ennuyé, c'est dans le dispositif filmique, dans la proposition formelle qui est développée. En fait, il y a des espèces de virages dans le film. Alors, bien entendu, on est à fond dans les années 80, mais des fois, il y a des virages baroques, fantastiques, enfin pseudo-fantastiques, à coups de plans sur les routes en mode Lost Highway de David Lynch, avec des couleurs fluo, enfin des couleurs un peu rouges qui sortent de The Neon Demon de Refn. Par exemple, et du coup je trouve que le film dans sa forme, genre de cinéma bizarre entre guillemets. Ouais, mais en fait le film et en fait le film est sorti, en fait il est déjà daté en fait parce que en fait plus personne ne filme de cette manière-là. Ça a été une école esthétique ou du moins un mouvement esthétique dont Refn est la tête de gondole, si je puis dire. S'il faut en sortir qu'un, j'ai Refn qui me vient en tête et était la tête de gondole, mais en fait c'est une manière de filmer qui est déjà passée. En fait, plus personne ne filme de cette manière-là. Qui est déjà ringarde. Voilà, c'est ça. C'est que le film se veut moderne ou post-moderne et en fait, il est déjà ringard. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommageable. Néanmoins, au-delà des deux actrices principales qui font super le taf, que Ed Harris fait grave le taf également, il y a 2 choses, moi, qui me plaisent. J'ai trouvé ça un peu con, mais en même temps, ça m'a plu. C'est la transformation corporelle de Katy O'Brien. En fait, alors, il fait pas grand... En effet, la cinéaste dont j'ai... Rose Glass, en fait, ne fait pas grand-chose de ce corps qui se transforme. Pourtant, il se transforme bien, hein, parce qu'il y a du muscle, il y a du pot belge derrière, donc on y va. Et même pas à l'insu de son plein gré. Et, ah oui ou non. Et en fait, des fois, il y a des montées fantastiques où on voit le corps en fait qui commence un petit peu à se dilater et en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Ces pulsions fantastiques-là, on ne sait pas trop ce que c'est. Du coup, il y a un vrai doute. Du coup, je trouve que ça, c'est plutôt bien foutu. Mais ça arrive au final sur un côté super-héroïne Hulk, mélange entre Hulk et l'attaque de la femme de 50 pieds. Mais qui est une image mentale. Qui n'est pas quelque chose qui advient véritablement dans le film. Non, bien sûr. C'est Kristen Stewart qui voit la scène de cette manière-là. Mais du coup, ça... Donc il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de surnaturel dans ce film. Non, il n'y a pas de surnaturel, mais il y a des doutes qui s'immiscent. Mais du coup, je trouve que le final, en fait, est un petit peu ridicule par rapport à ça. Parce que vu qu'elle ne fait rien de son corps-là et que c'est juste que des bribes de transformation corporelle ou de corps qui se dilate ou de corps qui change. Du coup, le final arrive un petit peu comme un cheveu. Je trouve qu'il arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. D'autant que ce final, qui est donc du point de vue de Kristen Stewart, on voit d'autres transformations au fur et à mesure du film qui ne sont le point de vue de personne. C'est pas vraiment des transformations, c'est plutôt des... Ah, c'est des veines qui... Oui. En fait, comme ça. Mais en fait, non, t'as raison, en termes de point de vue, c'est vraiment problématique. Parce que autant les inserts, en fait, avec le muscle qui commence à... Qui se dilate, qui bandent, qui bandent, qui se tendent.
Oui, en effet, ça c'est le point de vue du spectateur, en fait. Et au final, à la fin, on arrive sur une image mentale qui est le point de vue de Kristen Stewart. Donc en fait, du coup, là, il y a un décalage de point de vue. Avant. Donc du coup, là, il y a un truc qui va pas. À ce niveau-là, il y a un truc qui va pas. Donc en fait, à force de vouloir faire des choses, des fois, on se casse la figure et c'est le cas ici. En fait. Je trouve ça dommage parce qu'il y a des vraies belles choses sur la toxicité du couple, par exemple, parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a la sœur de Kristen Stewart qui a des ennuis avec son qui est le frère de James Franco. Oui, donc il joue très bien le sale connard. Ouais. Qui a des ennuis avec son mari. Donc là, il y a vraiment des choses sur la toxicité du couple, la toxicité de l'homme. Même leur couple à elle. Leur couple à elle est assez toxique. Hein. Je veux dire, quand tu gères, c'est une histoire d'amour, mais c'est un couple qui est quand même assez problématique. Hein. Ça fonctionne pas. Et voilà. Mais après, moi, je serais quand même moins sévère. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est sans doute pas le grand thriller lesbien, tu vois, que tout le monde annonce. Voilà. Moi, j'avais vu son film précédent, Saint Maud, qui était un film justement moi, je suis pas tellement surpris. En fait, moi, je trouve quand même que c'est assez cohérent, en fait. Alors, moi, je sais que moi, je reste. Et quand vous dites que c'est déjà vieilli, en fait, je pense que vous avez raison d'une certaine manière, et en même temps, c'est pas parce que c'est déjà vieilli que ça n'a pas lieu. C'est-à-dire que moi, dès que j'avais oublié, mais dès que j'ai vu le logo A24, j'ai dit d'accord, il va y avoir du rouge. Il va y avoir du rouge. Et en fait, on va une palette chromatique. Et en fait, ce style-là, c'est un style. Et moi, c'est ce qui m'embête peut-être le plus dans le film, c'est que c'est un style qu'on retrouve chez Ari Aster, c'est un style qu'on retrouvait dans The Green Knight. Voilà, il y a toute une partie il y a quand même une grosse partie de la production A24 qui en fait est en train de se Netflixiser en fait avec une espèce de code de photos notamment qui est pas laid en soi, mais qui devient un peu prévisible. Et moi, je trouve que uniformisé. Voilà, tous ces aspects-là, effectivement, voilà, pour moi, effectivement, il y a ce côté de Cournot, c'est-à-dire il y a ce côté un peu branleur, vouloir faire superflu, superflu. Je trouve que le film est plus réussi dès que ça commence. C'est marrant, hein, dès que ça commence à devenir un peu caméra à l'épaule. Je trouve que c'est mieux en fait, parce que c'est généralement beaucoup plus concentré sur les personnages. Donc je trouve que ça fonctionne. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait mieux dans ces scènes-là. En fait, dès que ça devient un peu, dès que ça redevient du néo noir. Pur et dur, plus que du flonflon. Ouais, je trouve qu'elle est pas si mauvaise que ça en fait. Je pense que c'est encore un peu, effectivement, c'est un film qui est sans doute encore un petit peu bancal, parce que je pense que c'est une réalisatrice qui moi j'ai vu pas mal de films dans le même style qu'elle ces derniers temps, dans les films indés, dans le fantastique indé, chez les Britanniques aussi. J'ai l'impression que il y a aussi un espèce d'effet de mode, et je pense qu'il faut tout simplement qu'elle se sorte en fait de cet effet de mode, parce que Saint Maud, c'est un film aussi qui est bancal, et pourtant il y a des trucs de réalisatrice que moi j'y trouve pas mal. Pardon, je prends un exemple tout bête. C'est un tout bête, hein, mais moi je trouve qu'elle est bonne en montage, cette réalisatrice, et notamment elle est bonne pour les ruptures. Pour faire des breaks en fait à l'intérieur de son montage. Et dans Saint Maud, sans dire ce qu'il y a, le dernier plan de Saint Maud, c'est un plan qui repose en grande partie sur une rupture de ton entre deux plans, qui reconfigure complètement ce que tu viens de voir. Et là, je trouve qu'elle le fait, mais à des moments qui sont finalement pas très apparents. Par exemple, il y a une scène où les deux jeunes femmes sont dans le lit, il y a une belle musique, elles se regardent amoureusement dans les yeux, et là tout d'un coup, paf, ça cut en plein milieu de la scène, et juste après, c'est le bruit du réveil et elle qui se réveille. Et je trouve que il y a des trucs dans le sens de l'ellipse, je trouve. Voilà, donc moi je jetterai pas tout sur ce film-là. J'avoue bébé avec l'eau du bain. Non, je suis pas. Alors moi je vois tout à fait ce qui te déplaît dans le film, et je suis pas sûr d'accrocher totalement. Mais j'avoue que tu vois, par exemple, c'est marrant. Je pense que j'ai préféré ce thriller lesbien au film d'Ethan Cohen. Ah oui. Ah bah oui. Quand même. Je trouve que quelque part il tient plus ses promesses ou son programme finalement, même si ça se fait effectivement avec sans doute un excès qui est pas forcément nécessaire, un maniérisme on va dire qui est pas forcément nécessaire. Mais par contre tu sens qu'il y a une sincérité. Par contre, voilà, autant le Cohen, c'était un truc un peu racoleur. Même les thématiques par rapport à Saint Maud, parce qu'elle, ce qui l'intéresse visiblement, c'est les relations entre femmes, pas forcément les relations homosexuelles d'ailleurs, mais les relations entre femmes et les relations de pouvoir entre femmes. Et relation de domination. Et de ce point de vue-là, moi je trouve que dans l'histoire de couple, il y a quelque chose qui a à voir avec ça quand même, avec voilà, je dirais s'aiment, mais je dirais elles sont quand même à deux doigts toujours de se détruire aussi l'une l'autre, et elles se sauvent, elles se détruisent en même temps en fait. Elles cherchent à se tuer aussi. Ouais, voilà. C'est sans doute, sans doute pas parfait, mais moi je serais pas aussi négatif que toi sur ce film-là. En tout cas, je trouvais ça finalement. Ça se regardait quand même. Donc Love Lies Bleeding de Rose Glass actuellement dans les salles, et rapidement on va parler de Carax. So, may we start?
J'arrive pas à choisir. Je vais mettre la radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer. On tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Attention. Ça faisait longtemps qu'on avait... Eh oui, Thibaut, en attendant Godard sur Syllab, voilà, on tourne la radio et magiquement on tombe sur ce qu'on veut entendre, la voix de Thibaut Fleuret, bien évidemment. Donc c'était un extrait de Annette suivi d'un extrait donc, de Mauvais Sang de Léos Carax. Et de Léos Carax, il en est question exclusivement dans C'est pas moi, son nouveau film, un moyen métrage qui était à Cannes et qui est sorti la semaine dernière en France, qui à la base part d'une commande du Centre Pompidou pour une exposition qui ne s'est finalement pas faite parce que je crois que c'était l'année du Covid. En fait, dans le cadre d'une commande du Centre Pompidou que le centre avait fait à plusieurs artistes plasticiens et cinéastes, dont Richard Linklater par exemple, avec cette question: où en êtes-vous? Où donc chaque créateur répondait justement à cette question par le prisme d'un film entre 15 et 20 minutes, où en général ils se mettaient en scène et revenaient sur leur propre cinéma, leur propre parcours. Cette commande pour Carax donc ayant été annulé, donc il a un peu gonflé justement parce que son film lui fait 42 minutes si je ne m'abuse, et donc sort en salle, et donc évidemment il en profite pour faire un peu plus, pour revisiter à la fois tout son cinéma, son parcours, les gens qui l'ont inspiré, et clairement avec ce film là Léos Carax est en mode full JLG, Jean-Luc Godard donc à l'époque sort de ce corps, Jean-Luc Godard, des histoires du cinéma, notamment sur le fait de faire un film de collage, de retourner des images au présent avec Caroline Champetier qui est sa chef opératrice fétiche, en ramenant Denis Lavant évidemment pour rejouer le rôle de Monsieur Maire. Donc voilà, il y a évidemment des renvois à son propre cinéma, aux choses qui l'ont inspiré. Il y a aussi parfois un petit côté de Lars von Trier, il y a des blagues sur les nazis. Donc ça fait, voilà, ça parle toujours. Hein. Et donc à la fois c'est un genre d'ego trip ultra vaniteux. Donc il ne faut quand même pas être imperméable au cinéma de Carax. Mais je trouve que la manière dont il revisite, dont il remonte et dont il retravaille sa propre filmographie et finalement les choses qui l'ont inspiré ou qui l'inspirent encore, que ce soit en termes de musique, il y a évidemment beaucoup de David Bowie, mais sur le rapport aux arts plastiques, le rapport à la mort de la mère de sa fille, qui a donc une vingtaine d'années maintenant, toutes ces choses qui retravaillent, qui en fait finalement donc, ce sont évidemment plus que du cinéma narratif, c'est du cinéma d'art finalement, comme effectivement le faisait Godard à partir des années 90. Et autant chez Godard parfois ça me saoule parce qu'il y a vraiment ce côté ultra sentencieux chez Jean-Luc, même si là Carax a tendance à l'imiter, y compris dans la voix quand il parle un peu comme ça, en faisant des petits effets de voix machin. Je trouve que ça fonctionne assez bien et c'est même réellement émouvant sur la fin, sur les choses qu'il dit et sur la vision qu'il a du cinéma et donc du monde. Alors Margot. Oui, je suis assez d'accord sur le côté assez triste et on en parlait tout à l'heure, et je trouve que le fait de regrouper son art en un film, ça fait presque film testament, plus sa voix qu'on entend qui est un petit peu vieillissante parce qu'il y a une imitation de Godard, donc ça donne cet effet-là, donc c'est assez intéressant, et je pense que de se dire que ça aurait pu être une expo, en fait ça rend le tout très comment dire, on comprend là où il va. Ouais, en fait. Assez cohérent le fait de faire un film de collage. Tout à fait. Et par rapport à Lars von Trier, dans son dernier film The House That Jack Built, tu as aussi des références à ces films. Et c'est pareil. Oui, il y a ça dans le film de von Trier, quand le personnage va en enfer avec le personnage de Bruno Gantz, et justement il retravaille à la fois son propre cinéma et en profite pour refaire des blagues sur les nazis. C'est ça. Et c'est pareil, c'est pas particulièrement pompeux. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas trouvé ça lourd ou quoi que ce soit. Donc c'est assez intéressant. D'autant qu'en plus, chez Lars von Trier, il y a une différence parce que lui, il y a toujours un côté un peu sarcastique, voire un petit peu foutage de gueule, qui moi me fait beaucoup rire dans son cinéma. Je sais que quand j'avais vu The House That Jack Built, je me suis dit que c'était le feel good movie de l'année. J'étais ressorti avec une patate indécente, alors que le film est quand même globalement, il se passe des choses assez dramatiques. Il n'y a pas ça chez Carax, il n'y a pas ce côté sarcastique. Il n'y a pas de cynisme chez Carax. Il y a moins ce côté cynique. Non, chez Carax, pour le coup, c'est vrai que parfois ça tombe dans le ridicule, justement dans sa volonté romantique presque un trop plein, justement, qui parfois, je trouve, tombe un peu à plat chez lui.
Et de temps en temps, notamment quand ils passent par des biais de mise en scène qui vont avec le collage, qui vont avec la citation, qui sont des trucs qui sont quand même hyper casse-gueule à manier, parce que tu peux devenir justement très vite hyper sentencieux. Je trouve qu'il le gère plutôt bien, y compris dans ses cartons, dans les choses qu'il cite, tout ça. Donc il y a vraiment une vraie cohérence dans son truc, où le personnage Carax, lui, la personnage publique, c'est l'air quand même d'être un sacré trou du cul. Enfin, en tout cas, un mec sacrément arrogant et qui se la pète vraiment artiste machin. Et je trouve que son cinéma a tendance à relativiser ça. Je pense qu'il se prend pas pour de la merde, mais pour le coup, quand il fait des films, il a globalement quand même raison de pas se prendre trop pour de la merde non plus, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est pas moi de Léos Carax actuellement dans les salles. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément Florent. Alors moi, mon coup de cœur, ça va être les Looney Tunes contre-attaque. Passe à l'action. Passe à l'action. Strikes Back. Oui. C'est l'Empire qui contre-attaque. C'est l'Empire qui contre-attaque. contre-attaque. Passe à l'action. Donc de Joe Dante. Celui de 2003. Voilà, film où il revisite un petit peu de manière totalement bordélique et foutraque l'industrie hollywoodienne. Le filmage technologique, il règle ses comptes comme pas possible. Il fait aussi un pur film d'espionnage aventure à l'ancienne. Et en même temps, il agrémente tout ça de pop culture. Bon, bref, c'est un film de Joe Dante. Et bien entendu, c'est ultra généreux, donc c'est pour ça que ça vaut le coup. Exactement, je suis bien d'accord. Docteur. Et ben pour rester un peu dans la même génération, moi, ça sera un Spielberg que je n'avais jamais vu et que j'ai regardé, parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur l'ami Steven récemment pour une intervention. Donc, j'avais jamais vu Empire du Soleil, que j'ai regardé et que j'ai trouvé plutôt bien. Et voilà, et même très bien. Lui, il est en mode full David Lean. Ouais, voilà, avec vraiment ce côté grand spectacle. Et en fait, c'est vrai que je me dis, en fait, c'est marrant de voir que ce genre de scènes, qui étaient des scènes relativement courantes finalement dans le cinéma hollywoodien des années 70-80, quand tu les revois aujourd'hui et que tu te dis que c'est pas du numérique, tu retrouves en fait ce côté tu vois, pas défi technique, mais ce côté spectaculaire. Voilà, tu retrouves ce sentiment spectaculaire. Ouais, c'est voilà, et avec des trucs pas marrants, enfin voilà, avec des. Donc globalement, ça fait pas. Une découverte de une découverte de la nature humaine qui est voilà, une vision de la nature humaine qui est pas très belle, mais avec toujours quand même des petites imageries une imagerie très Spielbergienne et un regard sur l'enfance, évidemment là aussi très Spielbergien. Magnifique BO de John Williams d'ailleurs. Et très belle BO de John Williams, exactement. Margot. Oui, moi c'est The Director de Lars von Trier que j'avais jamais vu. J'ai presque vu toute la filmo en fait. C'est bien avant l'été ça. Ouais. C'est comment résumer ça, un directeur qui veut pas être le directeur de son entreprise et qui paye un acteur pour se faire passer pour le directeur à sa place, pour qu'il échappe à toutes les critiques que ses employés peuvent lui faire, et forcément au bout d'un moment ça lui retombe dessus. J'ai un ami qui m'a dit ça ressemble beaucoup à The Office, mais fait par Lars von Trier. The Office danois. Je suis assez d'accord avec lui, c'est assez drôle, c'est assez surprenant pour Lars von Trier. Et voilà. C'est méchant. Exactement, je suis bien d'accord. Donc, le directeur de Lars von Trier. Et moi, ça sera un film de Rolf de Herre de 2000 qui s'appelle The Tracker. Donc, avec 4 personnages qui traquent un aborigène meurtrier, apparemment. Et donc, ils s'en vont dans le bush australien. C'est absolument merveilleux. C'est magnifiquement écrit. C'est mis en scène au cordeau, un genre de petit chef-d'œuvre sur. Ces enculés d'anglais, quand même. On fait du mal absolument partout où ils sont passés. C'est quand même incroyable. Hein. Voilà, donc The Tracker de Rolf de Herre. Merci messieurs, merci Margot la mise en son de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour notamment parler de Vroom Vroom sur la route. Comme si on n'avait pas déjà assez parlé de Vroom Vroom comme ça. Exactement, retournez voir Furiosa, il est encore dans les salles d'ailleurs. Hein. Voilà, prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.